Ce que vous avez fait est grave. En marge de son déplacement au Liban, Emmanuel Macron s'en est pris au journaliste du Figaro, Georges Malbruno, le qualifiant d'irresponsable. À l'origine d'un article évoquant une menace française de sanctions contre les responsables libanais qui bloqueraient les réformes. Éric Zemmour, je me tourne vers vous. Pourquoi une telle agressivité envers le journaliste ? Parce qu'il a touché juste. C'est simple. Et que Emmanuel Macron ne supporte pas la contestation, la contradiction. Je pense qu'il était mécontent que cela sorte comme ça. Voilà, tout bêtement. C'est pas le premier, c'est pas le dernier, c'est pas le premier en France. J'ai souvenir de colère comme ça de Mitterrand, de Chirac contre des journalistes qui avaient révélé des choses. Aux États-Unis aussi. C'est un classique des rapports entre pouvoir et médias. Je prolongerai notre conversation après parce que je pense qu'on n'est plus dans un modèle classique. Mais là, si vous voulez, on est vraiment dans le modèle presque archétype du pouvoir et du journaliste, le côté Tintin qui essaye d'avoir la bonne info et qui l'a. En plus, Malbruno est un excellent journaliste, spécialiste du monde arabe, un remarquable journaliste, et en plus il a une espèce d'aura puisqu'il a été otage, donc vous voyez, ça ajoute un peu à sa mythologie personnelle, et c'est tout à fait mérité car c'est un grand journaliste. Donc vous voyez, là il y a un choc, je vous dis, presque dans sa pureté de cristal, hein. C'est le grand classique, je dirais, du journaliste qui essaye d'avoir une information et de l'homme de pouvoir qui est furieux qu'on lui enlève. Voilà. Alors, sur cette scène, on l'a remarqué, elle a surpris, abasourdi l'ensemble des médias français qui sont évidemment attachés à leur indépendance. Alors, est-ce qu'il faut soumettre la liberté de la presse aux intérêts supérieurs de la nation, au même titre que la liberté d'expression est soumise à la loi? On en a déjà beaucoup parlé. C'est pour ça que pas de racisme, pas d'antisémitisme, pas d'homophobie. Alors, c'est la deuxième partie de notre discussion. Parce que, en fait, je vous ai dit là, on est dans un cas typique, on se croira au 19e siècle, ou sous le général de Gaulle. Enfin, on est vraiment. Bon. Alors qu'en fait, tout a changé. On n'est plus du tout dans ce cadre-là. Pourquoi ? Parce que depuis, je dirais les années 80, mais de plus en plus, les médias ne sont plus un contre-pouvoir. Ils sont le pouvoir. Ce sont eux qui déterminent l'agenda idéologique. Ce sont eux qui sélectionnent, par exemple, le candidat à la présidentielle et les thèmes à la présidentielle. Souvenez-vous, les costumes de Fillon. Ils ont fait la présidentielle avec les juges, mais vous voyez, et partout c'est comme ça. Ils ont aux États-Unis essayé de tuer Trump 1000 fois. Vous voyez, ils ne sont plus un contre-pouvoir. Ils sont le pouvoir. Et c'est pour ça que je dis que là, c'est un cas presque atypique de retour en arrière. Et puis, on a effectivement, comme vous dites, les restrictions à la liberté, etc., mais qui sont le plus souvent intériorisées par les médias. Parce que c'est les médias qui portent l'idéologie dominante. D'où, on en a déjà parlé ici, vous vous souvenez de notre discussion, d'où le développement des réseaux sociaux. Je vous souvenez, je vous avais dit, on est un peu comme avec l'invention de l'imprimerie. Internet, c'est l'équivalent de l'imprimerie, c'est-à-dire qu'on avait les curés qui avaient le monopole de la parole divine et religieuse, et on a soudain, avec l'imprimerie, tous les gens qui peuvent lire la Bible et qui peuvent dire, mais non, là c'est écrit ça, Dieu a dit ça, Moïse a dit ça, Jésus a dit ça, et les curés se retrouvent le bec dans l'eau. Ça s'appelle le protestantisme. Et bien là, c'est la même chose. Alors les médias sont furieux, comme on disait, comme les curés disaient, c'est la religion prétendument réformée, etc. Et là, les journaux disent fake news, fachosphère, d'où la réaction. On fait des fast-checking, parce que comme on ne peut plus imposer son idéologie dominante, on se rétracte et on se replie sur la stratégie de on va vous dire la vérité parce que les autres sont des menteurs. Vous voyez ces stratégies-là, c'est tout à fait nouveau. On n'est plus dans l'épure Macron, Malbruno qui semble nous rappeler Louis-Philippe et Thiers. Et on en parlera. Thiers, un des premiers grands journalistes. Il est là pour la Révolution de 1830. C'est un des journaux qui va se révolter contre Louis-Philippe. Thiers fait sa carrière comme ça. C'est d'abord un journaliste. Et avec Talleyrand qui est le financier mais évidemment. Donc vous voyez, on est vraiment sous Louis-Philippe. Quand je vous dis toujours Macron c'est Louis-Philippe, et ben là on y est. Mais on n'est plus dans ce monde-là. Parce qu'on est dans un nouveau monde.
On se souvient qu'après l'élection, Emmanuel Macron, il avait fait un choix plutôt critiqué de garder la presse plutôt à distance du pouvoir. Tout le monde l'avait remarqué. Est-ce que ce n'est pas paradoxal pour un président qui a été largement soutenu par la presse au second tour des élections? Bien sûr. C'est le grand paradoxe d'Emmanuel Macron, mais je vais essayer de l'expliquer. Emmanuel Macron, vous avez tout à fait raison, c'est l'homme des grands médias. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les grands médias portent l'idéologie dominante. Emmanuel Macron en est l'incarnation pure et parfaite, magnifique, en 2017 en tout cas. Et donc ils se rencontrent évidemment. Il y a symbiose. On se souvient toutes les unes des grands hebdomadaires français. Emmanuel Macron, il a fait, je crois ça, on avait calculé à l'époque 52 unes. Enfin, c'était comme pour Sarkozy, comme pour Hollande. Beaucoup plus que Sarkozy et beaucoup plus qu'Hollande encore. Je peux vérifier les chiffres, mais je les ai en tête, mais voilà, beaucoup plus. Mais vous avez raison, mais je vais parler de Sarkozy et Hollande, vous allez voir la différence. Et en même temps, justement, Emmanuel Macron a vécu le mandat de Hollande. Et qu'est-ce que c'est le mandat de Hollande? C'est un mandat pourri de l'intérieur par la médiatisation et par le contact permanent entre les journalistes, intime entre les journalistes et François Hollande. Aucune distance. Aucune... comment dire? Vous savez, Hollande, c'est l'anti-Mitterrand. Vous savez, Mitterrand, quand on le tutoyait, il disait « Mais vous avez tout à fait raison. » C'est sa grande blague. Et comme ça, il remettait à distance. Il l'a fait même à Chirac en débat présidentiel. Mais il le faisait à tout le monde. Il le faisait aux militants socialistes, il le faisait aux journalistes. Quand il n'était rien. Et Hollande, c'est l'anti-Mitterrand. Il ne met aucune distance. Et Sarkozy, c'était la même chose. Sarkozy et Hollande, c'était deux types qui s'étaient faits en communion avec les journalistes de base, les journalistes politiques. J'ai connu. Tout simplement. Pourquoi? Parce que Sarkozy et Hollande étaient des remarquables journalistes. Et en vérité, ils faisaient les papiers de 80% des journalistes. Non, je rigole pas, je m'en souviens très bien. Ils avaient les angles, ils avaient les idées, ils donnaient même les off. Il n'y avait plus de off avec Sarkozy. Sarkozy a tué le off. Il donnait tout. Il racontait tout, la même chose au même. Vous comprenez? Donc tous les papiers étaient identiques. Emmanuel Macron a tué le off à sa façon. Non, Emmanuel Macron, il ne veut plus de ça. C'est ça, il a tué le off. Mais Sarkozy l'avait tué en le donnant. Donc il n'y avait plus de off. Mais il ne veut plus de ça. Il a vu les dérives de ça. Il a vu le casque de moto de François Hollande. Donc il ne veut plus de ça. Donc il remet de la distance. Il remonarchise. Et le paradoxe, vous avez très bien compris, c'est que d'une part, il est l'homme des médias. Il est l'homme de l'idéologie dominante portée par les médias. Et de l'autre, il jette la piétaille journalistique. En fait, il est l'homme, si on reprend ma comparaison média-clergé, puisque c'est le clergé médiatique, il y a le haut clergé et le bas clergé. Sarkozy et Hollande allaient avec le bas clergé. Ça ne les empêchait pas d'aller avec le haut clergé, en tout cas pour Sarkozy. Macron, il ne connaît que le haut clergé. Il n'a pas fréquenté le bas clergé. Vous voyez, le bas clergé était là pour chanter ses louanges, mais parce que le haut clergé donnait des ordres au bas clergé. Donc Macron, il n'a pas cette proximité-là. Et donc, il réagit comme un monarque. On avait une certaine évolution quand même, après je vous laisse réagir, une certaine évolution aussi d'Emmanuel Macron avec la presse. Évidemment, au début, on en parlait tout à l'heure, un certain rejet, une prise de distance. Et après, même dans ses interventions pour le coronavirus, très solennelles, il a intégré le travail des journalistes. Même là, lorsqu'il a interpellé Georges Malbruno, il a quand même dit, en général, je salue le travail des journalistes, pour reprendre un petit peu son idée. Et petit à petit, effectivement, il a eu une évolution là-dessus. Parce que ses conseillers lui ont dit c'est pas bien, il faut apparaître comme l'homme des libertés, alors qu'il apparaît de plus en plus comme l'homme du contrôle de la liberté. Je vous rappelle qu'il accumule les lois liberticides et que, vous vous souvenez, pendant l'épidémie justement et pendant le confinement, que son ancien porte-parole, Sibeth Ndiaye, avait un site dans lequel elle donnait les bons médias et les mauvais médias, dans lequel elle disait là ils disent la vérité et là ils mentent. C'était la vérité officielle là. Là on est revenu pire que c'était sous Napoléon III quoi. Enfin, vous voyez c'est quand même Emmanuel Macron n'est pas l'homme de la liberté de la presse, ça c'est sûr. Harold Iman, ensuite Eric. Oui, juste un mot sur l'affaire Malbruno. Emmanuel Macron, moi l'impression que j'ai, je n'y étais pas sur cet incident-là, mais quand ça arrive en politique étrangère, c'est simplement que le message que Georges Malbruno a lâché est sorti trop vite. Mais si il le savait, c'est que c'est l'entourage aussi d'Emmanuel Macron
qui l'a fuité. Ou bien des Libanais qui l'ont fuité. J'allais vous dire ça. D'après moi, c'est plutôt des Libanais. Oui, mais c'est pas du tout à exclure que ce soit plus que des Libanais. Parce que même, il fallait savoir que le truc allait être fuité. Mais de toute façon, c'est son boulot. Oui, non, mais bien sûr, fuites, hein. bien sûr. C'est pour ça que ça gêne dans la diplomatie que Emmanuel Macron perde cette carte de menacer en secret les ministres libanais. Maintenant, c'est connu. Il pourrait les avoir menacés. Et donc, il a perdu une carte. Donc, il s'est surtout excité à cause de ça. Et après, les deux ont dit, le journaliste et le président, bon, allez, on tourne la page, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. On en aura d'autres. C'est pas le premier. Hein. On se souvient de Sarkozy brocardant Laurent Geoffrin en pleine conférence de presse. C'est pas la première chose. Chirac aussi pouvait être très raide et très méprisant. Et je ne vous parle pas de Mitterrand qui était quand même le parangon du mépris. C'était une autre époque. Ah, non, attendez, juste un instant, une question. Je vous relance avant. Il y avait aussi un contre-exemple en Somalie, en 91-93, un échec d'une opération sur le plan international. Voilà, exactement, parce qu'il y avait, il y avait une coopération France-États-Unis et il y avait eu un échec justement à cause de fuites dans la presse. Vous vous rappelez ou pas? Non. Bon, d'accord, j'étais pas née non plus. J'aurais dû m'en souvenir, mais là... Non, mais c'est vrai, ça avait fuité. Et du coup, il y a eu l'échec de l'opération pendant 2 ans à cause des problèmes de la presse. Eric de Inmaten, ensuite Marc. Juste ajouter que la presse, souvent aussi, elle fait volte-face, elle peut changer à l'égard d'un président. Hein, rappelez-vous ce que disait Jean-François IV. Elle lance un président, je ne dis pas le vrai mot parce qu'il n'est pas très correct. Après, elle lâche et elle lynche. Et après, c'est pire que tout. Donc, c'est arrivé pour Nicolas Sarkozy. C'est pas seulement avec les présidents. Non, c'est exact. Moi, ce qui m'intéresse dans tous vos propos, je garde la partie psychologique. C'est revenir au Macron qui est complètement décalé par rapport à ceux qui avaient fait d'abord une carrière politique. Il a été un peu propulsé comme ça, et derrière, alors je ne sais pas si c'est le romancier qui germe en moi ou qui existe depuis un certain temps, mais je vois Brigitte Macron, qui l'a pris très tôt. Elle l'a formé au théâtre, il a un côté cabotin, il veut être aimé, et par conséquent, il ne supporte pas la moindre contrariété. C'est un peu, vous savez, l'artiste qui réussit, s'il y a un critique qui dit « mais hier il en a fait un peu trop, il n'allait pas », ça lui est insupportable. Et je crois qu'il y a une sorte d'infantilisation du personnage, tellement il a été dorloté par cette femme qui lui a apporté énormément et qui lui apporte beaucoup encore. Mais en général, vous n'avez pas tort, et c'est un peu un enfant roi, quoi, en clair. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est sa composante psychologique, et ça va avec l'analyse globale, quoi. C'est pour ça, non, mais c'est intéressant que vous le signaliez, parce que c'est la différence avec Hollande, Sarkozy. Avec Sarkozy, pas tellement. Je trouve que Sarkozy aussi avait un côté enfant qui veut être aimé et qui lui piquait des colères, etc. Il y a beaucoup de... De toute façon, je trouve que plus le quinquennat avance, plus Hollande ressemble à Sarkozy. Une espèce de Sarkozy bien élevé. Hollande, Macron ressemble à Sarkozy. Mais je ne parle pas d'idéologie, hein, je parle de psychologie. De psychologie.